reprend après. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Rachel Onsinou, Grégory Sileni et notre éditorialiste Alfred Chouango. Zoom à présent sur le Rwanda. Le Rwanda qui montre l'exemple en matière d'égalité hommes-femmes. En politique, par exemple, le gouvernement est composé à 50% de femmes. Mieux encore, le Parlement est composé à 61% de femmes. Voyez ce reportage de Fraterne Ndakayi Senga, notre correspondant à Kigali, et on en débat juste après. On le surnomme actuellement le paradis des femmes, le Rwanda, un pays qui pendant plusieurs décennies fait la promotion de la parité entre les hommes et les femmes. Dans tous les secteurs d'activité, la femme rwandaise met en œuvre ses capacités à apporter sa contribution dans la reconstruction nationale. Au Parlement, par exemple, les femmes représentent 61% de tous les députés. Le fait d'avoir inclus tous les citoyens, et ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les jeunes, pour qu'ils puissent prendre part à la transformation socio-économique de notre pays, qui a fait que nous avons enregistré des progrès satisfaisants. C'est parce que tout le monde est à bord. Mais le plus grand facteur qui est derrière tout ça, c'est la volonté politique. En 2005, un système de quotas a été instauré pour permettre à plus de femmes d'accéder à des postes de responsabilité. 30% des emplois de la fonction publique leur sont réservés. Et en avril 2018, pour la première fois, le Rwanda a eu un gouvernement composé de 50% des femmes. Et quand elle a vu qu'elle est capable de faire ce qui était considéré auparavant comme l'apanage des hommes ou bien comme dans la compétence des hommes seulement, et quand elle s'est vue capable de faire tout ça, et du coup ça lui donne de l'énergie, ça lui donne de la volonté, ça lui donne de l'envie de continuer à contribuer au développement du pays à partir de la famille, parce que on dit que même dans l'adage rwandais, on dit que la femme, c'est le cœur de la famille. Et si la parité entre les hommes et les femmes a été un choix volontaire, l'histoire y a joué pour beaucoup. Majoritaire même dans le pays, les femmes constituent 52% de la population rwandaise. Alfred, le Rwanda qualifié de paradis des femmes, vous êtes de cet avis? Ah oui, c'est le bonheur pour moi qui aime les femmes africaines, qui aime la promotion des femmes africaines. Ce qui se fait effectivement au Rwanda va dans le sens de cette promotion justement des femmes rwandaises. Alors, je suis partagé. Qu'on l'attribue, parce qu'on a entendu Donati dire, ben voilà, volonté politique, donc attribuer tout cela à Paul Kagame. Non, si on regarde l'histoire du Rwanda, sans les œillères, depuis toujours, ce sont les femmes qui portent le Rwanda, l'économie du Rwanda, mais pas seulement en Afrique. Ceux qui cultivaient et qui cultivent encore aujourd'hui, c'est elles qui apportent à manger à la maison et tout. Avant le génocide et puis après le génocide. Et d'ailleurs, elles se sont retrouvées, les femmes rwandaises, au cœur de la reconstruction post-génocide. Pourquoi? Parce que il y avait presque... tous les hommes avaient été tués, et puis en dehors de ceux qui avaient fui le Rwanda avec les génocidaires. Et donc les femmes s'étaient retrouvées tout d'un coup à être des chefs des familles et donc à s'occuper de tout cela. Maintenant qu'il y ait au niveau politique qu'on accentue cela, c'est une bonne chose. Et ça, c'est de la volonté politique. Alors, mais pas forcément de Paul Kagame. C'est dit, enfin, je vais dire que nécessité fait loi. D'accord. Mais j'ajouterais aussi une autre chose, parce que c'est paradoxal. En même temps qu'on célèbre justement cette parité, cette égalité,
Mais on l'a vu sur le terrain politique. Kagame arrêté Victoire Ingabire. Diane Rwigema parce qu'elle voulait être candidate à l'élection présidentielle. Donc c'est des signaux quand même assez contradictoires que Kagame donne. Mais il y a des personnalités comme Louise Mishikuabo, qui est à l'OIF maintenant, qui elle, au fond incarne ces dynamismes justement des femmes rwandaises. Pourquoi ? Il y a une femme aussi à la tête de la compagnie aérienne rwandaise. C'est ça, voilà, exactement. Il y a une femme également à la tête de la banque de Kigali. Tout à fait, oui, c'est des initiatives importantes. Mais pour Mishikuabo, il faut noter d'abord qu'elle fait partie de ces jeunes filles rwandaises dont les parents avaient compris déjà à l'époque qu'il fallait les envoyer à l'école. Et donc, elle a été à l'école, et puis francophone, et puis anglophone, parce qu'elle s'est retrouvée aux États-Unis. Et puis, ben voilà, aujourd'hui à la tête de l'OIF, ministre des Affaires étrangères dynamique. Bon, mais qui aussi a manqué parfois de distance par rapport à Paul Kagame. Bon, ça c'est un autre débat. Rachel, voilà. Je vois que vous avez envie de réagir, allez-y. Non, parce que je suis complètement d'accord avec Alfred. Aujourd'hui, c'est clair que le Rwanda est un exemple, en tout cas pour les autres pays d'Afrique, en termes de paradis pour les femmes, si on peut dire ça comme ça. Faut savoir que mais tout à fait, il faut le dire. Oui, il faut savoir que le Rwanda arrive 6e au rang dans le classement du Forum économique mondial pour la parité entre les hommes et les femmes, alors même que si on prend un pays comme l'Allemagne, qui est quand même dirigé par une femme, qui arrive bien après le Rwanda. Il faut aussi savoir que depuis 2005, il y a une loi, la parité est clairement dans la loi rwandaise. Inscrite dans la loi, effectivement. Donc c'est clair. Je suis encore une fois d'accord avec Alfred, c'est quelque chose qu'il faut vraiment nuancer et qu'il faut creuser, parce qu'au Rwanda, comme dans la majorité des pays d'Afrique francophone, on est dans des sociétés qui sont patriarcales. Absolument. Il y a encore énormément d'efforts à fournir pour arriver à une égalité, une parité parfaite. Des efforts qui doivent être réalisés, notamment au niveau des mentalités, c'est ça, Monsieur Grégory? Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être dithyrambique à propos du Rwanda et de cette représentation des femmes importante au sein du pays, parce que il y a une exemplarité. Il faut vraiment le mettre en exergue. Il faut le saluer. Il y a tellement de reproches qui sont faits au pays par rapport justement aux droits humains, par rapport à la démocratie, toutes les valeurs et toute cette parité. Quand il y a un pays comme le Rwanda qui est un exemple de réussite, il faut vraiment le souligner. Après, quand on analyse finement aussi, bon, c'est vrai qu'il y a le fait démographique et historique, comme a été dit. Au sortir du génocide, on était à peu près une représentation féminine à 70% pour les femmes. Donc forcément, ça a une influence dans la représentation de la femme. Mais après, quand on regarde les sociétés à l'échelle internationale, ce qui va jouer finalement, c'est comment ces femmes se situent dans l'élévation de la société. Donc voir au niveau des prises de décision et du pouvoir, est-ce que la femme est représentée? Parce que c'est là en fait où l'enjeu se situe. Et là finalement, avec la législation qui oblige à ce qu'il y ait 23% de femmes au niveau politique, et le fait qu'il y ait des... Comme ça a été dit, puis cette représentation, 61% Alors, au sein de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de concret au niveau... Oui, mais un gouvernement qui est totalement paritaire. Oui, mais là aussi, moi je nuance toujours, je dis, bon, il y a aussi un effet d'affichage. Parce que pour moi, la Rwandaise qui m'intéresse, c'est la paysanne. C'est celle qui subit encore le poids du travail de la terre, qui porte la famille. Et puis, je ne sais plus, il y a un Rwandais qui me disait, mais un proverbe de chez eux, les femmes ne montent pas sur le toit de la maison. Donc voilà, c'est-à-dire pour dire, mais effectivement, et donc il y a là cette question de mentalité, parce qu'elle risque de tomber, elle risque de s'écrouler, et puis s'il n'y a pas un homme en dessous pour la recueillir, ça risque d'être dramatique. Donc voilà encore des mentalités qu'il faut changer. Et je pense que c'est pour la paysanne, c'est l'élévation vraiment de la paysanne qui, pour moi, serait le vrai gradient de cette égalité, de cette parité au niveau du Rwanda. Je ne dis pas que rien n'est fait pour l'amener justement à cela, mais c'est un travail de longue haleine pour changer les mentalités. Il y a même des hommes qui te disent « moi je ne peux pas laver un bébé ». Enfin, quand la femme lui dit « mais il faut laver le bébé », elle dit « non, non, moi je ne sais pas, je ne peux pas laver le bébé ». Donc, je pense qu'il faut vraiment dissocier la représentation et la dimension sociale qui est
la conséquence d'une politique intérieure qui permet finalement de changer ses mentalités et là qui permet aussi de raccrocher finalement une masse et une population peut-être plus rurale, une population aussi plus paupérisée qui peut toucher aussi bien les femmes que les hommes. Mais en tout cas sur la représentation, je pense que c'est là il faut vraiment mettre en exergue et d'ailleurs pour aller un peu plus loin, c'est que la femme paysanne se caractérise par quoi? Mais ce n'est pas seulement le propre du Rwanda, mais parce que nous parlons du Rwanda, par l'illettrisme. Et donc, il y a un travail à faire justement pour les sortir de cet illettrisme. Alors, c'est différent des villes comme à Kigali et puis dans les collines, dans les villages justement, où il faut juste pousser à la scolarisation des jeunes filles pour qu'elles accèdent justement cela, parce que ça va de pair avec l'élévation, la promotion sociale. Pour savoir, ne serait-ce que quand on a cultivé son champ, on doit vendre, etc., savoir manipuler le téléphone portable, faire des transactions et des choses comme ça. Donc je crois effectivement qu'il y a du travail encore à faire beaucoup dans ce sens-là. Alors Rachel, en dehors ou au-delà du Rwanda, quels sont les autres pays africains qui font office de bons élèves en matière de promotion de la parité homme-femme? C'est une question qui est difficile. C'est difficile en tout cas de citer des pays qui font, en tout cas, qui mettent autant de choses en œuvre. Au Bénin, moins qu'ailleurs. Hein. Pour revenir peut-être sur le cas du Bénin. Oui, au Bénin comme au Sénégal, dans tous ces pays-là, c'est des choses qui sont encore très difficiles. Grégory, il y a peut-être l'Éthiopie qui se démarque aussi en la matière, non ? Oui, de toute façon, on peut dire qu'il y a toujours cet élan régional qui fait quand il y a une sorte d'émulation entre ces économies. On peut même le voir sur d'autres pans où il y a des choses qui sont assez comparables au niveau de la région. Mais après, fondamentalement, on sait très bien que le cas du Rwanda en Afrique est quand même une exception. Surtout en Éthiopie, cela dit, on a également un gouvernement paritaire. On a une présidente qui est une femme. Oui, c'est une émulation qui est saine, c'est une émulation qui est saine, mais dans l'ensemble, enfin de toute l'Afrique quand même, il y a encore énormément de progrès à faire, parce que ça n'est tout simplement pas possible. Je crois que dans les classements même, le Sénégal, je crois il est classé 21e, donc voilà, ça veut dire qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Je vois au Cameroun, il y a encore de progrès à faire, même s'il y a beaucoup quand même des Camerounais très très bien formés. Ça, on ne peut pas ne pas le dire. Mais je pense effectivement qu'il y a encore beaucoup. Ça, grâce à Chantal Biya, je le dis ici, voilà, elle fait beaucoup pour la promotion de la femme camerounaise, ce qui n'est pas pour me déplaire, moi, en particulier. C'est très difficile d'extraire comme ça la thématique de la représentation féminine sans prendre en considération la superficie du territoire, la population. On parlait de monde rural, le côté urbain, etc. C'est des variables aussi qui sont importantes. Le Rwanda, c'est un terreau beaucoup plus propice à cette expression, en plus du fait démographique qui leur est favorable. Et puis, surtout, excusez-moi, et surtout, tout à l'heure on parlait de volonté politique. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère il y a une sorte de révolution féministe dans le monde entier en termes de communication. C'est dans l'intérêt aussi de Paul Kagame et du gouvernement rwandais de mettre en avant les femmes aujourd'hui. Donc, c'est peut-être... Ah non, mais lui, il a tout compris, Paul Kagame. Non, mais ça c'est à mettre à son actif. Il a tout compris. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur la question des libertés. Paul Kagame, ça depuis toujours, parce que il dirige le Rwanda de main de fer, il empêche l'opposition, il accapare tous les pouvoirs. Bon, ça vraiment pour moi, c'est ce qui est rédhibitoire. Et puis son aventure en RD Congo, ça aussi, on ne peut pas l'oublier. Et puis ce qui est encore un peu gênant de sa part quand il revendique l'assassinat de Sendashonga à Nairobi au Kenya, ça montre un peu que voilà, il a un peu de morgue comme ça, et je pense effectivement que dans les relations internationales, les relations
relation de bon voisinage tout autour. Il faudrait qu'il se calme un tout petit peu, Paul Kagame. Ce sera le mot de la fin. Merci Alfred pour toutes ces précisions et merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mais ça a été un vrai bonheur de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis Rachel aussi. Et qu'on ait débattu aussi des femmes au Rwanda. Ça me va tout droit au cœur. À mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Rachel, merci pour votre présence. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous. Et merci à vous, Monsieur Grégory Sileni, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de thèmes, tous pour l'émergence de Madagascar. Merci pour cette invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.